Sturmtruppen. Les troupes de choc. En 1917, lors des derniers épisodes de la Première Guerre mondiale, à Caporetto et à Cambrai, l'Allemagne engagea une arme nouvelle pour enfin briser l'immobilisme de la guerre des tranchées. Cette nouvelle arme allemande prit ses ennemis complètement au dépourvu. Mais à la différence des Anglais et des Français, qui eux aussi innovaient, en particulier avec les blindés, il ne s'agissait pas pour les Allemands d'équipement ou de technologie, mais d'une nouvelle forme de combat qui sera ultérieurement éprouvée et largement utilisée. Les opérations menées par les troupes de choc, les Sturmtruppen. Ces troupes de choc étaient constituées de soldats d'élite, spécialement entraînés pour des missions d'infiltration. Ils recherchaient les points faibles des défenses ennemies, puis fonçaient dessus sans crier gare, avec une brutalité maximum. Ils créaient ainsi une grande confusion dans les lignes arrières de l'ennemi. Les Sturmtruppen remportèrent de grands succès. En quelques mois, après avoir été nommé chancelier en janvier 1933, Hitler avait transformé la démocratie allemande en dictature, imposée par la terreur soutenue par une habile propagande. En 1939, 6 ans plus tard, Hitler avait complètement changé le visage de l'Allemagne. Le pays avait été réorganisé par le régime nazi qui maintenait le peuple sous son pouvoir et sous son contrôle grâce au SS et à la Gestapo. Le national-socialisme avait étendu ses tentacules dans tous les pans de l'Allemagne, de l'éducation aux arts, de l'agriculture à la religion. Et les Allemands vivaient et travaillaient sous sa tutelle. D'après les termes du traité de paix de Versailles, l'armée allemande ne pouvait pas disposer de plus de 100 000 hommes, 6 navires de plus de 10 000 tonnes et d'aucun sous-marin ni avion militaire. Hitler augmenta pourtant la puissance de son armée sans se soucier le moins du monde de ses restrictions. Il était déterminé à réarmer l'Allemagne en brisant le diktat de Versailles. En 1934, il donna des ordres précis pour que ses forces armées soient assez fortes pour défendre l'Allemagne 5 ans plus tard et être capables d'actions offensives avant 8 ans. En 1939, la machine de guerre d'Hitler atteignait sa pleine puissance. À la différence des autres nations dont les forces armées étaient de façon évidente bâties pour la défense, l'armée conçue par Hitler était clairement dirigée vers l'attaque. La Luftwaffe, constituée de chasseurs et de bombardiers, disposait de 4093 avions et, sans interruption, de nouveaux appareils sortaient des usines.
Sa marine était forte d'une flotte de cuirassés, de croiseurs lourds, de destroyers, ainsi que de 57 sous-marins. La Wehrmacht comptait 86 divisions d'infanterie, 6 divisions blindées et 8 divisions motorisées. La puissance des forces armées d'Hitler était magnifiée par la propagande, très efficace. Cette réputation d'invincibilité freina toute opposition de la part de nations pourtant alors plus puissantes, lorsque l'armée s'empara de la Sarre, de la Rhénanie, de l'Autriche, des Sudètes et finalement de toute la Tchécoslovaquie. On peut dire avec ironie que la seule armée qui aurait pu stopper Hitler dans son ascension vers le pouvoir aurait été la Wehrmacht elle-même. Mais la perspective du réarmement et les triomphes militaires qui suivirent furent suffisants pour lui assurer le soutien continu de ses généraux. La Wehrmacht disposait dans ses rangs d'une nouvelle race de soldats. Des hommes qui avaient été endoctrinés par l'idéal nazi depuis leur enfance. Ces nouveaux soldats allemands étaient solides, endurants, bien entraînés et par-dessus tout entièrement dédiés à la cause. Leur uniforme était le même que celui de leurs homologues de la Wehrmacht. Mais là s'arrêtait la comparaison. Ils formaient l'ossature de certaines des unités les plus fortes et solides de toutes les unités de l'armée d'Hitler. Ces hommes de choc étaient sans peur au combat et ne se préoccupaient pas de leur propre vie. À la différence de la Première Guerre mondiale, lorsque furent imaginées la première unité spéciale de Sturmtruppe, les troupes de choc de la Seconde Guerre mondiale se trouvaient au sein des divisions de la Waffen-SS, des commandos, des grenadiers, de l'infanterie et des régiments de parachutistes. En septembre 1939, les troupes allemandes envahirent la Pologne. Beaucoup avaient pressenti l'imminence de la guerre, mais bien peu avaient prévu la spectaculaire réussite de l'armée allemande. L'attaque de la Pologne avait été pour l'Allemagne l'occasion de mettre en application une nouvelle tactique guerrière. En frappant avec une vitesse insoupçonnable et une grande précision, les armées d'Hitler avaient lancé les principes de la guerre éclair, ou Blitzkrieg. En fer de lance de cette force d'invasion rapide et puissante se trouvaient 6 divisions de Panzer. Avec la création de ces Panzer-divisions indépendantes, l'Allemagne utilisait les blindés comme arme décisive, divergeant ainsi du concept de l'arme blindée tel qu'il avait été conçu pendant la Grande Guerre, où elle n'était qu'une arme d'escorte pour l'infanterie. Épaulant les blindés et les forces mobiles au sol en détruisant les aérodromes et les centres de communication depuis le ciel, les bombardiers en piqué de la Luftwaffe, les redoutables Stuka, jouaient leur partition. Et enfin, en plus des chars et des Stuka impliqués dans cette tactique de guerre éclair, se trouvaient les Sturmtruppen. Comme pendant la Première Guerre mondiale, les troupes de choc furent employées aux côtés des divisions de Panzer. Elles repéraient les points faibles des défenses ennemies et ainsi isolaient leurs points d'appui. La vitesse de l'attaque et l'emploi des troupes de choc avaient été conçus pour couper les lignes de communication ennemies, semant la confusion dans les échelons arrière de l'ennemi. L'ennemi étant cloué sur place et incapable de répondre ou d'entamer une contre-attaque,
Les Panzerdivisions étaient alors libres d'avancer sur des distances alors incroyables, vers des objectifs atteignables en quelques jours, plutôt qu'en quelques mois, lors des campagnes précédentes. La base de la philosophie militaire allemande, du début de la guerre jusqu'en 1942, demeura la tactique du Blitzkrieg. Tout au long de l'invasion de la Pologne, elle fut répétée à grande et petite échelle. La vitesse des attaques des troupes de choc et leur impact sur l'ennemi étaient particulièrement remarquables. Comme toutes les tactiques couronnées de succès, celle de la guerre éclair était d'une telle simplicité qu'elle est encore aujourd'hui mal comprise. L'idée était de masser une force suffisante contre un secteur déterminé des lignes ennemies afin d'y obtenir la supériorité. Une fois que les troupes de choc avaient percé une ouverture dans les défenses, les divisions de panzer et l'infanterie avançaient aussi rapidement que possible pour déstabiliser l'adversaire. Des attaques secondaires et de diversion étaient lancées à distance du point de rupture des lignes ennemies afin d'empêcher l'adversaire d'amener des renforts. Ce principe d'un mouvement continu et d'un désintérêt total pour la protection des flancs de l'offensive, le Blitzkrieg, se révéla efficace dès le début du conflit. En dépit d'une supériorité globale en termes de troupes, de canons et de chars, les Polonais furent incapables de réagir assez rapidement pour stopper les vagues d'hommes et de machines de l'armée allemande. Les lance-flammes étaient l'une des armes les plus effrayantes utilisées par les troupes de choc. Employée dans les combats au corps à corps, cette arme était redoutable et redoutée. Leur seule présence s'avéra parfois suffisante pour inciter les défenseurs de fortifications à se rendre. La très courte portée du lance-flamme obligeait les soldats qui l'utilisaient à s'approcher vraiment très dangereusement de leur cible. Ils étaient alors très vulnérables aux tirs des snipers embusqués qui les visaient prioritairement. Ces unités frappaient sans pitié en se concentrant en premier sur les snipers adverses avant que le gros de la troupe n'arrive. Il ne fallut que 3 semaines pour que les Allemands écrasent la Pologne. Le 27 septembre, en ruines et en flammes, la capitale, Varsovie, capitulait. Au début du mois de mai 1940, les armées d'Hitler avancèrent en Europe occidentale.
Une fois de plus, l'emploi tactique de troupes de choc en toute première ligne de la force d'invasion fut très important. Elles ouvraient le chemin aux Panzerdivisions qui fonçaient derrière elles. Les troupes de choc étaient souvent motorisées afin de conserver l'intervalle avec les divisions blindées. Elles combattaient alors parfois directement depuis leur véhicule. Mais leur mode opératoire était plus souvent de foncer vers l'objectif, puis d'attaquer à pied. Le premier pays à succomber aux troupes de choc fut le Luxembourg. Le 10 mai, l'Allemagne envahit la Belgique et la Hollande. Sur leur parcours, le long de la frontière avec la Belgique, se trouvaient les fortifications du canal Albert, une des défenses vitales à l'est de la Belgique, supposée être imprenable. Les forts furent attaqués simultanément, y compris celui d'Eben et Mael, par un assaut combiné des troupes aéroportées et des troupes de choc. Les mitrailleuses et les mortiers assurant une concentration de feu importante, le reste de l'unité fonça sur l'objectif. Ils traversèrent le canal en utilisant de petits radeaux gonflables, tandis que leur couverture aérienne était assurée par les Stuka. C'était une opération classique d'emploi des Sturmtruppen et pour laquelle leur méthode de combat était le mieux adaptée, à savoir s'emparer d'une position fortifiée bien défendue en conjuguant vitesse et agressivité. Vous pouvez voir clairement ici un soldat particulièrement intrépide utiliser une tringle télescopique pour lancer une grenade par une des meurtrières du bunker. Après quelques heures de combat, les défenseurs du fort n'avaient plus d'autre alternative que de capituler. La tempête allemande continua vers l'ouest de la Belgique, puis vers la France. Il fallait traverser de nombreuses rivières qui servaient de défense naturelle à la Belgique, mais elles ne représentaient pas d'obstacle infranchissable pour les troupes de choc. Des canaux motorisés transportèrent les troupes d'une rive à l'autre. Les assauts sur les rivières étaient planifiés et exécutés par les troupes de choc. Elles attaquèrent les points clés toujours à distance des ponts qui étaient leurs objectifs principaux. Les ponts eux-mêmes pouvaient être alors attaqués par l'arrière, ce qui créait une totale confusion, avec les conséquences que l'on peut supposer. Finalement, ces rivières, la Meuse entre autres, furent franchies relativement facilement. Von Blumentritt, officier des opérations du groupe d'armée A, écrivit: selon nos plans, les troupes de choc devaient attaquer la Meuse et forcer un passage pour permettre le passage des blindés. En préliminaire à l'assaut, toute l'artillerie devait être en position et en mesure d'assurer son alimentation maximum en munitions.
Mais les défenses se révélèrent plus légères que prévu. Ici et là, quelques mitrailleuses françaises tiraient depuis de petits emplacements bétonnés sur la rive ouest de la Meuse. C'était tout. Nous avions eu peur d'une ruse française, mais les fameuses défenses de la Meuse étaient en fait inexistantes, et la rivière faiblement défendue. Les panzers purent alors foncer. En seulement quelques jours, les villes belges tombaient les unes après les autres. Les contre-attaques ennemies étaient balayées. C'était à peu près le même scénario pour le groupe d'armée B, qui lui progressait rapidement à travers la Hollande. La résistance était légère. Les troupes de choc portaient rarement les mêmes équipements de combat que le reste de l'infanterie. Ils disposaient en effet d'un équipement léger, conçu pour leur assurer le maximum de liberté de mouvement au combat. Ils portaient une tenue d'assaut comprenant entre autres une pelle dans un étui de cuir sur le côté gauche et une baïonnette dans son fourreau. Ils avaient des étuis à munitions, ainsi qu'une gamelle, une gourde et un sac à pain, ce dernier étant plus souvent rempli de grenades que de nourriture. L'armement standard était essentiellement constitué d'une carabine Kar 98 ou d'un pistolet mitrailleur, ainsi que d'une arme de poing. Lorsque les troupes de choc avaient été créées pendant la Grande Guerre, il n'avait jamais été envisagé que de telles unités puissent devenir permanentes dans l'ordre de bataille allemand. Ils étaient des exemples pour motiver le reste de l'armée. Une fois le résultat atteint, les formations de Sturmtruppe devaient disparaître. En conséquence, les bataillons de troupes de choc n'avaient jamais été incorporés dans la structure militaire imposée par le traité de paix de Versailles. Lorsque Hitler parvint au pouvoir, le nom de Sturmtruppe avait été détourné par un des groupes paramilitaires du Parti des travailleurs allemands qui s'était auto-baptisé Sturmabteilung. La principale différence entre les hommes qui étaient volontaires pour la Waffen-SS et les hommes des autres unités des forces armées tenait au serment qu'ils devaient prononcer, affirmant leur loyauté à la personne d'Adolf Hitler plutôt qu'à leur pays. Pour la bataille finale en France, les armées d'Hitler devaient traverser la forêt des Ardennes. Une force impressionnante, constituée de chars et de divisions blindées, ainsi que de milliers d'hommes, avait été rassemblée. Cette puissante armée devait déferler vers l'ouest. Une fois de plus, les troupes de choc allaient être en toute première ligne. Elles transportaient de l'artillerie légère et établissaient des lignes de communication. Des itinéraires furent créés à travers la forêt, facilitant le passage des chars, de l'artillerie lourde et des divisions motorisées.
Sous le feu ennemi, les unités motorisées amenaient de petites embarcations gonflables et des barques en plastique vers les premières lignes. Elles étaient utilisées pour traverser les rivières et sécuriser les têtes de pont. Dans le style typique du Blitzkrieg, les vagues de Stuka de la Luftwaffe hurlaient au-dessus d'eux en bombardant les positions françaises. L'essentiel des tirs se concentrait sur les postes de défense et les casemates, permettant ainsi l'avancée des troupes de choc. Les attaques se poursuivaient même la nuit. Une pluie incessante d'obus d'artillerie, de mortiers et de roquettes s'abattait sur les positions adverses. Au lever du jour, les troupes de choc se préparèrent à lancer l'assaut sur la rivière, prenant l'ennemi complètement par surprise. Les troupes de choc tiennent la tête de pont, jusqu'à ce que les techniciens du génie amènent les pontons mobiles et installent une série de ponts pour assurer le passage des divisions motorisées. Après quelques heures seulement, l'armée allemande pouvait reprendre sa route, ne laissant derrière elle que destruction et désolation. Et partout où des rivières servaient de défense naturelle, ce fut la même histoire. La chute de la France était proche. La guerre éclair atteint son apogée lorsque la Wehrmacht déferla à travers la campagne française. Les villes françaises, les unes après les autres, tombaient aux mains des Allemands. Confrontées à la puissance allemande, certaines unités françaises combattirent jusqu'au dernier homme, tandis que d'autres battaient précipitamment en retraite. Les contre-attaques françaises et alliées, les unes après les autres, échouèrent. Les blindés allemands des groupes d'armées A et B avaient conquis un territoire de près de 80 km de large. La 9e armée française, qui s'était trouvée sur leur chemin, avait été éliminée. En fait, le Blitzkrieg était presque allé trop vite.
Et à ce stade de la bataille, il fallut ralentir pour permettre à l'infanterie de suivre et lui éviter d'être semé en route. Le corps expéditionnaire britannique avait reçu l'ordre de battre en retraite et de sauver autant d'hommes que possible plutôt que de prendre le risque de nouvelles contre-attaques. De nombreux rapports firent la lumière après la fin de la guerre sur le détail de l'utilisation des unités d'élite de la Waffen-SS engagées comme Sturmtruppen, qui démontrèrent leur bravoure au combat et leur volonté de gagner à tout prix. Mais il existait des aspects plus sombres, moins glorieux dans l'entraînement et la psychologie des membres de la SS. À plusieurs reprises, de petites poches de soldats en retraite, face à l'agressivité des troupes de choc, réalisèrent que toute résistance était inutile et se rendirent. Pour éviter d'être freinés dans leur avancée et d'avoir à se séparer d'hommes pour garder ces prisonniers de guerre, les SS les alignèrent et les passèrent par les armes. Trois divisions de la Waffen-SS servirent dans la bataille de France en 1940. Il s'agissait de la Leibstandarte Adolf Hitler et des divisions blindées SS Das Reich et Totenkopf. Ces trois divisions, ainsi que le régiment d'élite Großdeutschland, utilisèrent les unités d'élite au sein de leurs forces comme troupes de choc pendant cet épisode de la guerre. À l'automne 1940, Hitler commit l'une de ses plus lourdes erreurs de toute la guerre. Il donna l'ordre à 2 divisions de panzer et 10 divisions d'infanterie de se diriger vers l'Est. Sa volonté était d'entamer une guerre sur 2 fronts en attaquant la Russie. En seulement quelques mois, ces armées traversèrent la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie. Le 6 avril 1941, Hitler attaqua la Yougoslavie. Il avait sous son commandement à l'Est quelques 50 divisions et un très fort contingent de la Luftwaffe pour l'appui aérien. Face à cette menace, les Yougoslaves disposaient de 28 divisions, la plupart pauvrement équipées et pas vraiment préparées à défendre leur pays. Le pire était qu'elles étaient dispersées le long d'une frontière de 1600 km, ce qui ne laissait que bien peu de réserves. Les Yougoslaves ne pouvaient pas faire grand-chose. Mal préparés à la guerre et tentant de tenir un front trop large, ils furent totalement balayés. Au prix de seulement 151 soldats allemands tués et 392 blessés, les Allemands avaient pris dans leur filet 254 000 prisonniers de guerre. Cependant, alors que tout le pays avait capitulé, quelques 300 000 soldats yougoslaves, dont de nombreux Serbes, réussirent à échapper à leur capture et à rejoindre les forêts et les montagnes. Ils poursuivirent une résistance contre l'envahisseur de plus en plus efficace, ce qui empêcha toute autre avancée des armées allemandes. Les divisions de panzer étant au repos, des unités allemandes furent envoyées dans les montagnes pour chasser les partisans. Des unités de montagne spécialisées des Sturmtruppen de la Waffen-SS furent engagées avec succès.
De nombreux résistants furent capturés, mais beaucoup restaient en action. Ces combattants féroces furent la hantise des Allemands dans les Balkans pendant toute la guerre. Avait suffi pour envahir la Yougoslavie, une opération qu'Hitler avait baptisée du nom de code Opération Punition. Le 12 avril, le dimanche de Pâques, les Allemands entraient dans Belgrade, la capitale yougoslave. Des Yougoslaves, coincés dans leur ville durement touchée par les bombardiers de la Luftwaffe, défièrent la Wehrmacht. Il fallut 2 jours de plus pour soumettre la ville. Trois jours plus tard, le reste du pays capitulait. En Grèce, attaquée par l'armée allemande, le même jour que la Yougoslavie, les Anglais furent contraints de battre en retraite. Des colonnes d'Anglais et de Grecs faisaient route vers le sud, afin d'être évacuées jusqu'en Crète par la Royal Navy. L'itinéraire de retraite était une simple route qui passait par un pont ferroviaire au-dessus du canal de Corinthe. Les Allemands avaient un plan. Ils allaient lancer un assaut contre le canal, s'emparer des ponts et ainsi isoler les troupes alliées en retraite. Le 26 avril, les troupes aéroportées allemandes, utilisant les tactiques de choc habituelles, lancèrent un assaut contre le pont. Les Anglais avaient placé des explosifs sur celui-ci, mais le raid fut si rapide qu'ils furent incapables de les faire exploser.
En quelques heures, les soldats qui gardaient le pont, essentiellement des Australiens, furent capturés. L'armée allemande, y compris la division d'élite de la SS Leibstandarte Adolf Hitler, déferla alors sur toute la Grèce. 15 700 soldats hellènes avaient été tués et 300 000 faits prisonniers. Les Anglais, les Australiens, les Néo-Zélandais avaient subi de lourdes pertes, 12 000 hommes, dont 10 000 faits prisonniers. Les Allemands eurent 1684 soldats tués, 3 752 blessés et 548 disparus, soit un prix léger à payer pour un tel gain de territoire. En juin 1941, les forces allemandes commencèrent à traverser la Finlande depuis la Norvège afin de renforcer leur garnison au nord de ce pays. Les Allemands avaient persuadé les Finlandais, très désireux de reprendre les territoires perdus début 1940, de les rejoindre dans leur attaque contre l'Union soviétique. Les troupes de choc, une fois de plus, furent le fer de lance de l'avancée allemande. Les troupes de choc allemandes traversèrent la rivière Bug et dévastèrent les défenses soviétiques de la rive sud. L'opération Barbarossa, l'invasion de la Russie, commençait. La plupart des ponts furent pris intacts, quelques-uns n'étaient même pas gardés. La machine de guerre allemande, c'est-à-dire plus de 100 divisions, progressait inexorablement. Les défenses russes avaient été rapidement bousculées. À la fin du deuxième jour, les Panzers avaient avancé de plus de 80 km, balayant toute résistance soviétique. En avant de la force principale, les troupes de choc attaquaient les unes après les autres les défenses des villages. Un peu plus au sud, les troupes marchaient sur Leningrad. À la mi-juillet, ils passèrent la fameuse ligne Staline. La ligne Staline était une ceinture de défense construite avant 1939 pour protéger l'ouest de la Russie. C'était l'équivalent de la ligne Maginot française et de la ligne Siegfried allemande. Les troupes de choc furent utilisées pour détruire les chars ennemis qui bloquaient les itinéraires de l'armée allemande. Le 27 septembre, les premières pluies d'automne ralentirent un peu les forces allemandes. Cela signifiait que le plan initial d'Hitler, la prise de Moscou avant l'automne, avait échoué. Les Allemands étaient très mal préparés à la rudesse du climat russe. La progression était devenue très lente. Les soldats des divisions motorisées durent souvent redevenir de simples fantassins. Les aléas météorologiques n'empêchaient pas les opérations des troupes d'élite de la SS. Bien que faisant partie de l'infanterie motorisée, ils combattirent eux aussi souvent à pied. Les troupes de choc de la Leibstandarte Adolf Hitler, Totenkopf, Das Reich et les Panzergrenadiers qui furent ensuite intégrés à la Waffen-SS combattirent tout au début de la campagne de Russie. Elles établissaient les postes de communication avancés et attaquaient de petites cibles. Elles devaient détruire des positions ennemies telles que les ponts et les lignes ferroviaires, qui pouvaient être utilisées par les Russes pour acheminer leurs renforts. L'implacable dureté de l'occupation allemande incita de nombreux Russes à rejoindre les partisans.
Ils attaquaient les lignes de communication allemandes, ce qui forçait la Wehrmacht à déployer un grand nombre de soldats dans sa zone arrière. Les partisans étaient des cibles faciles pour les panzers-grenadiers, souvent très violents, qui furent chargés de les pourchasser. Ceux qui étaient capturés étaient fusillés sur place. Il en allait de même pour toute personne qui facilitait leur évasion. Des villages entiers suspectés d'avoir soutenu les partisans furent brûlés complètement au lance-flammes par les troupes de choc. Où qu'elles combattirent, sur le front Est comme sur le front Ouest, les troupes de choc semèrent le chaos. L'association des Rapid Panzer aux grenadiers et aux troupes de choc SS se révéla si efficace qu'en quelques mois, l'Allemagne domina pratiquement toute l'Europe. Et un an plus tard, contrôla également une grande partie du territoire russe. Les nations qui n'avaient pas modernisé leurs armées et s'appuyaient sur des tactiques dépassées ne pouvaient stopper les forces blindées et l'infanterie allemande. Bien que ce soit les Anglais qui avaient en fait défini la notion de guerre éclair, les opérations couronnées de succès des Panzers et des troupes de choc travaillant de concert se révélèrent aussi puissantes qu'une véritable tempête en maintes occasions. L'extrême mobilité et l'engagement des troupes de choc pour mener les attaques et consolider toutes les conquêtes territoriales firent des divisions Panzer les formations militaires les plus efficaces au monde. Durant toute la guerre, l'Allemagne employa ses troupes de choc en s'adaptant aux conditions changeantes du combat. Elles combattirent avec habileté, courage et détermination. Pendant la campagne d'Italie, les troupes de choc qui se déplaçaient à bord de véhicules semi-chenillés, construits par Krupp, fonçaient d'une ville à l'autre. À ce stade de la guerre, une grande partie des divisions aéroportées étaient alors engagées comme troupes de choc au sein de l'infanterie, en soutien des Panzers. Lors des contre-attaques en Russie, en dépit des conditions terribles de l'hiver russe, les troupes de choc parvenaient souvent à vaincre des forces bien supérieures en nombre. Pendant toute la guerre, l'esprit de corps des unités de choc demeura très fort, et cela même en dépit des revers essuyés sur les champs de bataille. À la fin du conflit, des troupes inexpérimentées étaient incorporées dans ces troupes de première ligne pour compenser les lourdes pertes en hommes. Elles combattirent avec acharnement parce qu'il fallait défendre la patrie. Lorsque les armées alliées forcèrent les lignes allemandes, les troupes de la Wehrmacht combattirent avec encore plus de détermination, tout en battant en retraite. Au cours de la dernière année de la guerre, la plupart des unités SS étaient contraintes d'assurer un rôle défensif, mais étaient toujours capables d'infliger de terribles pertes aux forces adverses. Les tactiques employées par les unités de choc avaient été développées par l'Allemagne pendant la Grande Guerre et adaptées aux nouveaux conflits. Un constat final s'impose. Les Alliés, pour vaincre les troupes allemandes, y compris les troupes de choc, appliquèrent les mêmes tactiques de combat que celles-ci. Elles avaient permis au Troisième Reich de remporter des victoires éclatantes, et, ironie du sort, elles furent aussi à l'origine de leur défaite finale.
Aujourd'hui encore, elles demeurent les bases tactiques de la plupart des armées.